Super. Donc maintenant, j'aurai juste un micro allumé. Hem, Ça va bien aller. Voilà, donc comme je disais, moi, c'est Bastien, comme Camille m'a bien présenté, Bastien Lepage Souza. Je suis psychiatre au CIUS du Centre-Sud. Je travaille avec Hélène Poitras dans l'équipe TCD à l'hôpital Notre-Dame, notamment. Je travaille aussi beaucoup avec les jeunes, soit à ouverte ou dans un CLSC également. Donc, je vous présente aujourd'hui sur un sujet qui m'est quand même cher, l'interface entre la psychose et la personnalité ou les troubles de personnalité plutôt. Et je pense l'importance d'évaluer cette interface et de la prendre en compte dans la prise en charge aujourd'hui. Donc, j'ai aucun conflit d'intérêt évidemment par rapport à ce thème-là. Les objectifs, très simplement, ben, c'est de se familiariser avec les données épidémiologiques sur la concomitance dans les symptômes psychotiques et troubles de la personnalité, de reconnaître les impacts cliniques de ce double diagnostic et puis identifier des pistes d'intervention aussi pour, la concomitance au diagnostic. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait parler de la psychose et les troubles de personnalité? Qu'est-ce que ça change? C'est quoi? Et ainsi de suite. Donc, historiquement, puis ça, tout le monde aura entendu ces termes-là. Historiquement, on avait plusieurs auteurs qui sont penchés sur les phénomènes hallucinatoires chez les personnes qui vivaient avec un trouble de personnalité limite. Des thèmes comme des pseudo-hallucinations, des épisodes psychotiques brefs, non systématisés, des hallucinations factices, des idées quasi-psychotiques. Ça a tout été des termes qui ont été utilisés dans la littérature scientifique, fait des études par des auteurs quand même réputés dans le domaine, là, et qui ont adopté ces termes-là pour parler des phénomènes psychotiques, chez les patients qui suivaient. Cependant, avec le temps, on s'est rendu compte, ça minimisait beaucoup les symptômes. C'était une façon d'invalider aussi l'expérience des patients en disant: «Ah, c'est que de la micropsychose ou des pseudo-hallucinations, des pseudo-psychoses». Donc aujourd'hui, on a quand même changé un peu le fusil d'épaule. Cependant, faut quand même noter que le DSM-5 a quand même le critère de psychotic-like experiences. Hem, Puis eux justifient ça dans le sens où, ils parlent de symptômes psychotiques en l'absence d'un trouble psychotique de la lignée de la schizophrénie. Bon, on va pas rentrer dans un débat sémantique, mais ça me semble un peu paradoxal quand même de reconnaître que c'est invalidant et que ça minimise et que ça diminue, peut-être l'accès aux soins même, tout en justifiant cet usage-là, en date de 2013. Par contre, dès les années 70, on avait quand même des études qui montraient que les personnes avec un trouble de la personnalité qui avaient des hallucinations auditives étaient davantage hospitalisées que, celles qui n'en avaient pas. Donc est-ce quelque chose qui se maintient dans le temps? Ça, c'est à suivre. Par ailleurs, avec le temps, il y a quand même plusieurs études qui sont penchées sur les modalités, de perception anormale, les symptômes, psychotiques chez les personnes qui ont un trouble de personnalité limite et on se rend compte finalement, c'est pas mal plus la norme qu'une exception, notamment les hallucinations auditives et là, c'est des données qui proviennent surtout de, cohortes jeunes, mais pas que. Donc c'est chez les adultes, mais aussi, des moins de 18 ans. Donc, il y a une grande variabilité d'étude en étude. Donc, ça, des données qui viennent d'une revue systématique d'ailleurs de Tseng en 2024 là, sur tout ce qui était hallucinations auditives et troubles de la personnalité. Donc, il y a quand même entre 20 et 60 des personnes qui ont des hallucinations auditives, ce qui est significativement plus que dans la population générale. Les hallucinations visuelles aussi sont très fréquentes, jusqu'à 30 environ. Et ça, c'est assez constant dans les études. Et là, il y a beaucoup moins d'études sur les hallucinations olfactives et tactiles, évidemment. C'est beaucoup moins décrit, mais quand même, on note quand même un 10 à 30 pour les olfactifs et 13 pour les hallucinations tactiles. C'est une seule étude, évidemment, là, pour un chiffre aussi précis. De façon intéressante, la majorité des gens dans ces études-là rapportaient quand même avoir plusieurs modalités sensorielles qui étaient visées. Et quand même, une chose qu'on sous-estime, c'est tout l'aspect délirant. D'habitude, on dit: «Ah, ben, il va y avoir des hallucinations auditives ou des hallucinations, mais il y aura pas de délire». Ben, c'est pas tout à fait vrai. C'est quand même bon, là, c'est un grand range entre 10 et 100 mais juste pour vous illustrer à quel point il faut pas ignorer cette, facette-là non plus, là, chez les patients. Ce sont souvent des délires qui sont associés aux hallucinations, qu'ils vont avoir.
Aussi, quelque chose qui va être noté, là, c'est que c'est les modalités sensorielles, le contenu des hallucinations, ça va être généralement en lien avec des expériences traumatiques. Aussi, ce qui va distinguer un peu, de la schizophrénie. Hem, donc c'est souvent des voix de personnes qui ont été des abuseurs ou d'endroits qui ont un lien avec des événements du passé, notamment. L'autre chose aussi, c'est que les personnes qui ont un trouble de personnalité et qui n'ont pas un diagnostic de schizophrénie, parce que ça, il faut quand même voir il y a un chevauchement aussi, mais ceux qui n'ont pas de schizophrénie vont avoir moins de symptômes négatifs, cognitifs, de désorganisation de la pensée. Il y a moins de délires bizarres, disons, toutes les histoires de diffusion de la pensée, d'avoir une communication par des antennes, que les gens peuvent lire leurs pensées. Euh, et l'autre chose qu'on se rend compte aussi, c'est que le début des hallucinations, le début des symptômes psychotiques arrive plus souvent, en fait, avant l'âge de 18 ans. Ce qui est beaucoup plus jeune que les pics d'incidence pour la schizophrénie ou les troubles de la lignée de la schizophrénie, si on veut. Il faut quand même noter que la relation est bidirectionnelle quand même, où est-ce que 20 à 25 des jeunes avec un premier épisode de psychose rencontrent les critères pour un trouble de la personnalité limite. Donc, ça, c'est pas juste d'un sens dans l'autre, c'est pas juste la psychose chez la personne qui a un trouble de personnalité limite, mais également de l'autre direction. On a peu de données en adultes là, qui sont aussi concluantes. Et cette proportion-là varie aussi en fonction de la définition d'un premier épisode de psychose. Dans la majorité des cohortes là, où on retrouve ces données-là, un épisode de psychose est considéré comme étant une semaine de symptômes psychotiques non résolutifs, d'intensité et de fréquence suffisante pour atteindre le seuil de la psychose. Donc, comment on décrit les hallucinations auditives? Et on parle beaucoup d'hallucinations auditives en troubles de personnalité limite parce que c'est pas mal ça qui est le plus étudié. Je vous dirais, par rapport à tout le reste des autres symptômes psychotiques. Donc, les hallucinations auditives en troubles de personnalité sont surtout persistantes. Donc, ils vont toujours être là, ils vont être internes, externes. La provenance va venir de l'intérieur de la tête, de l'extérieur, comme s'ils entendaient quelqu'un juste parler, comme une conversation. Le contenu est très négatif, généralement critique aussi. Et puis, les phénomènes qui sont associés à une perte de contrôle. Les gens vont se dire comme possédés par leurs hallucinations, beaucoup plus en schizophrénie, quand même. Cependant, en général, sont aussi fréquentes, aussi, persistantes. Le volume est le même qu'en schizophrénie. Le niveau de détresse également et le niveau de fonctionnement, c'est pas clair, là. Est-ce que c'est similaire ou peut-être un peu plus souffrant, au niveau de l'impact sur le fonctionnement pour les personnes qui ont un trouble de personnalité par rapport à la schizophrénie? Par contre, qu'est-ce que les gens ont noté comme différence par rapport à la schizophrénie, pour la qualité des hallucinations auditives, c'est que les phrases et les mots sont surtout des phrases répétées. Il va y avoir des expressions particulières, puis ça nous ramène toujours à ce concept de, d'hallucination basée sur des expériences traumatiques du passé. Ça va répéter souvent les mêmes événements. L'autre chose, c'est que ces voix ne vont pas en fait, vont souvent arrêter la nuit, contrairement en schizophrénie où c'est pas peu fréquent qu'on va retrouver des personnes qui vont dire: «Ben, moi, j'ai des hallucinations pendant toute la journée, de nuit, de jour, de soir». C'est pas très grave, pas de relation temporelle. Pour les personnes avec un trouble de la personnalité qui ont des hallucinations auditives, c'est plus souvent le jour et le soir. Comment est-ce qu'on évalue ça, les symptômes psychotiques? Je pense que je ne veux pas vous parler de comment on évalue un trouble de personnalité, c'est pas ça l'objectif, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on évalue les symptômes psychotiques et de voir c'est quoi les divers symptômes psychotiques. Donc, les symptômes positifs, très simplement des hallucinations, les délires, tout ce qu'on ajoute et les symptômes négatifs, donc tout ce qu'on retire, disons, un fonctionnement, une cognition dite, normale, neurotypique, si on veut. Donc on parle de ralentissement, l'apathie, la motivation, l'incapacité de s'organiser, la désorganisation, entrer là-dedans aussi. Comme il y a beaucoup d'études sur les moins de 25 ans, pour parler des phénomènes psychotiques en trouble de personnalité, moi, je recommande l'usage, de l'outil qui s'appelle la CARMS, la Comprehensive Assessment for At-Risk Mental States. C'est, un outil qui est validé chez le 15 à 25 ans, qui permet en fait, l'objectif, c'est d'identifier les personnes qui étaient à risque de développer une psychose. Donc les états mentaux à risque de psychose ou EMRP.
mais en même temps, c'est un bon guide pour voir l'intensité, pour évaluer l'intensité, la fréquence des symptômes psychotiques. Donc, la validation, c'est vraiment juste pour l'identification des états mentaux à risque. Cela étant dit, il y a 4 domaines principaux qui vont nous intéresser. Ça va être les idées non bizarres, donc les délires de paranoïa, de persécution, les délires, érotomanes ou les idées érotomanes, surinvesties, le contenu inhabituel de la pensée. Et là, on va rentrer dans, comme je vous disais, un peu les communications avec des extraterrestres par antenne, la lecture de pensée, les idées de référence, hem, les perceptions anormales, donc tout ce qui est hallucinatoire, ou des phénomènes de type hallucinatoire. La désorganisation de la pensée, donc la capacité à produire une pensée organisée, à communiquer sa pensée également va être évaluée. Pour chacun des domaines, il y a un seuil établi pour la psychose. Quand est-ce qu'on dit que ça, c'est un symptôme d'intensité psychotique, de fréquence et de durée qui justifie un diagnostic de psychose? Donc, je vous mets en code QR le manuel pour utiliser la CARMS, qui est disponible gratuitement, voilà, qui est distribué par Origin, qui a développé cet outil-là, donc très utile. Et puis, il faut quand même dire pourquoi on en parle, c'est parce qu'il y a quand même des conséquences. Un double diagnostic de trouble de la personnalité avec des hallucinations ou des symptômes psychotiques. En fait, il y a une augmentation générale de la psychopathologie, là, la dépression, l'anxiété, notamment, là, qui sont plus importantes chez les personnes qui ont un trouble de la personnalité avec des hallucinations auditives. Une augmentation de la dangerosité. Il y a davantage de consommation de troubles d'usage, davantage de tentatives de suicide et d'automutilation, et même certaines études commencent à parler peut-être même de mortalité là, qui serait davantage accrue, probablement via la relation par le suicide, mais c'est encore équivoque là, de ce côté-là. L'autre chose, c'est le fonctionnement est nettement moins bon, notamment dans les relations interpersonnelles, mais on pourrait dire le fonctionnement global peut être atteint. Il y a une étude là, récente là, de Chandrian qui, par contre, note que les personnes avec un trouble de personnalité limite avec des symptômes psychotiques seraient peut-être davantage à l'école, mais c'est une étude, là, une petite cohorte seulement. L'autre chose, c'est est-ce que, si on ne traite pas de façon appropriée, il y a un risque vraiment accru de dégradation fonctionnelle, de perte de désaffiliation, de se retrouver sans domicile fixe. Le trouble d'usage peut devenir une conséquence, mais aussi est associé là, de façon indépendante, au traitement ainsi que la judiciarisation. L'autre chose qu'on note, c'est que les personnes qui ont un double diagnostic ou cette concomitance de phénomènes ont moins accès aux services appropriés et ils vont être moins hospitalisés. On va encore, malgré les études, malgré les données probantes que je vous ai présentées, vont se faire invalider, mettons, à l'urgence et seront moins traités pour leurs symptômes psychotiques. Puis ça, on a des données notamment pour les premiers épisodes psychotiques où les personnes qui présentent un trouble de personnalité limite ont moins d'hospitalisation involontaire, même s'ils présentent la même intensité, la même quantité de symptômes psychotiques. On peut se questionner, est-ce qu'il y a à ce moment-là une certaine injustice ou une diminution de l'accès aux services appropriés en fait, qui fait en sorte qu'on a une prophétie autoréalisatrice à ce moment-là, que si on ne traite pas les symptômes, si on ne traite pas le problème, finalement, on vit avec les conséquences d'une dégradation progressive. Les principes d'intervention, puis là, je ne sais pas c'est quoi mon temps, là, Camille, là, je me fie sur toi pour me guider, mais il m'en reste pas pour très longtemps. Donc, quelques constats, essentiellement, c'est qu'on n'a pas vraiment de ligne directrice pour la prise en charge. C'est la seule conclusion qu'on a, c'est on ne sait pas trop. Il y a des choses qui peuvent aider et on verra qu'est-ce qu'il y en est. L'important, c'est vraiment d'évaluer de façon rigoureuse les symptômes psychotiques ainsi que leur impact. Parce que des fois, les gens vont avoir des symptômes psychotiques, vont avoir des hallucinations, puis des fois, ça peut être des voix très positives qui occasionnent pas trop de souffrance, ou qui sont là de façon, intermittente ou pas trop envahissante. À ce moment-là, c'est pas la même, prise en charge, la même conduite qu'on va avoir que quelqu'un qui est absolument envahi par des hallucinations, 18 heures par jour, et qui se fait critiquer, à tout bout de champ, qui est incapable d'aller à l'école parce que la personne est trop envahie, là, par ses hallucinations. Donc, l'important, c'est de développer un plan de rétablissement selon les symptômes qui prédominent à chaque période là, de la prise en charge. Ça peut varier. Je pense que l'important, c'est d'avoir une approche flexible et d'éviter de se positionner dans un mode: «Ah, je vais responsabiliser la personne» ou
au contraire, «Ah, je vais la sauver». Puis c'est souvent des pôles auxquels on est attiré, envers lesquels on est attiré pour les personnes, qui ont, ces doubles diagnostics, selon notre évaluation, selon notre propre expérience et selon l'équipe dans laquelle on travaille. Donc les traitements clés en main, c'est assez décevant pour l'instant. Il y a peu d'études. La psychothérapie, la TCC pour la psychose, pour les symptômes psychotiques, c'est une approche qui est basée sur des données probantes. Comment l'insérer dans un traitement, mettons, dans une équipe spécialisée en troubles de la personnalité, c'est moins clair. Il y a d'autres, micro-études là, sur des variantes de TCC, mais je vous en parlerai pas parce que c'est pas 100 concluant. J'ai mis la CAT et le case management, ça provient de Origin, ces données-là. Le CAT, c'est Cognitive Analytic Therapy, qui est utilisé dans l'équipe HYPE à Origin, qui est spécialisée en intervention précoce chez les personnes avec un trouble de la personnalité. Ils ont étudié quand même l'intégration là, de cette modalité thérapeutique, psychothérapeutique, avec le case management dans une équipe PEP. Et ça avait l'air d'offrir un certain bénéfice fonctionnel et symptomatique. Ça augmentait l'observance aussi au traitement. Mais c'est pas un traitement qui est particulièrement disponible, puis au Québec, il y a pas grand monde qui utilise cette approche-là. Cependant, ça donne une idée, est-ce que la gestion de cas avec une approche relationnelle, pourrait nous aider à avoir une prise en charge, disons plus holistique? Probablement. Les traitements actuels là, qu'on utilise, mettons la mentalisation, la TCD, la TFP ou autres psychothérapies là, à 3 lettres, souvent c'est possible d'incorporer les symptômes psychotiques dans la formulation de cas, de travailler ces symptômes-là au sein du traitement avec certains ajustements. Mais je pense que ça revient à on adapte notre traitement, nos interventions en fonction de la présentation de la personne devant nous. C'est du gros bon sens finalement, là, mais toujours dans un cadre, conceptuel là, qui convient à l'équipe. Sur le plan pharmacologique, ben, les antipsychotiques semblent fonctionner. Il y a des données qui portent, qui montrent ça. Ce qu'on note aussi, c'est que les doses requises sont souvent moins élevées qu'en schizophrénie, et que les personnes qui prennent des antipsychotiques pour les symptômes psychotiques, en trouble de personnalité ont souvent plus d'enjeux avec les effets secondaires, ou du moins c'est davantage rapporté. Donc, je pense on a si on a des principes qui nous guident dans notre intervention, c'est pas c'est ça le niveau d'évidence qu'on a actuellement. Ça va évoluer avec le temps. Il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à divers traitements, là, parce que c'est une comorbidité de davantage reconnue aujourd'hui que ça l'était, mettons, dans les 20 dernières années. Évidemment, avoir un cadre relationnel, tout ça, pour la majorité d'entre vous, c'est peut-être quelque chose de déjà acquis. Je suis désolé si je me répète, mais essentiellement, l'important, c'est de réfléchir aux enjeux relationnels, de développer la compréhension commune et pour les traiter, de toujours de maintenir une attitude empathique, sans jugement, peu importe c'est quoi les symptômes, de toujours bien évaluer, de ne pas présumer des choses, en fonction de, mettons, l'expérience qu'on a eue, par le passé. C'est tellement des symptômes qui sont à géométrie variable, qui se présentent dans des histoires, dans des circonstances particulières, pour être à l'écoute là, des personnes qu'on a devant nous, dans la collaboration aussi avec les patients et on tente d'orienter nos réflexions sur les transitions de service, les fins de service, selon les limites qu'on a dans nos équipes. Évidemment, bon, tous ceux qui travaillent en trouble de personnalité se disent, bien sûr, il y a des enjeux au sein de l'équipe, les patients vont beaucoup réagir, on a des émotions fortes qu'on vit. Quand on ajoute la composante de symptômes psychotiques, ça amène tout un autre set d'enjeux, mais ça reste les mêmes principes de base. On a des habiletés, on a des perspectives différentes. Les tensions peuvent être exacerbées parce que on ne se cachera pas, les défis cliniques là, sont beaucoup plus importants quand on rajoute cette composante de symptômes psychotiques parce que c'est une nouvelle dimension souvent une, à laquelle on est peut-être moins confronté, on a été moins confronté dans le passé, quelque chose qui est plus, qui arrive de plus en plus souvent ou du moins pour lequel on est plus sensibilisé. Donc je pense que c'est important de maintenir un bon soutien au sein de l'équipe, de favoriser, de valoriser une pratique réflexive aussi, ainsi que la supervision. Toujours se référer, à nos thérapeutes seniors, aux chefs d'équipe, aux coordos, peu importe quand vous les nommez dans vos équipes, des personnes ressources qui peuvent nous accompagner là, pour s'assurer qu'on demeure cohérent avec le modèle de l'équipe, mais également qu'on offre des soins de grande qualité et pour éviter la collusion là, dans nos patterns et dans ceux des patients, avec des réactions qui sont peu aidantes ou du moins qui peuvent même iatrogènes.
Ça diminue aussi le risque d'épuisement professionnel. Puis, cette cohérence-là, permet à tous de survivre dans un milieu difficile avec des situations difficiles. Merci Est-ce que beaucoup tu faisais pour le tour? cette présentation-là. Je me doutais qu'on était rendu au bout. Est-ce qu'on